Donc on démarre avec rituellement la première table ronde, c'est une table ronde un petit peu d'ouverture, un petit peu large, où on brasse un peu large en termes de sujets. Et évidemment, compte tenu, comme je disais, de la conjoncture quand même un peu particulière dans laquelle évolue le commerce dans les années passées et probablement devant nous, on va parler pas mal de ça. Donc on va parler d'abord un petit peu de conjoncture, de comment vous la gérez, des soubresauts, puis ensuite de manière un petit peu plus structurelle de comment vous voyez l'avenir des magasins. Je pense que vous allez nous dire en 2 mots peut-être votre parcours qui est intéressant, mais vous, Thierry Cotillard, tu es aujourd'hui dans une position un peu spéciale, puisqu'on a l'habitude de te voir sur scène en tant que président d'Intermarché, que tu as dirigé et réveillé pendant des années, et donc où tu étais assez visible. Enfin, on te voyait souvent, donc on est d'autant plus content de t'avoir maintenant que tu es un petit peu moins visible, tu es devenu plus rare. Et donc tu es là avec une casquette de Périfem, tu nous diras ce qu'est Périfem. Et Nicolas, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de présenter les Galeries Lafayette, mais peut-être nous rappeler il s'est passé 2-3 choses dans le groupe. Tiens, peut-être on commence par toi, tu nous dis en deux mots de ta vie, ton œuvre, et puis 2 mots sur le groupe. Alors ma vie, mon œuvre, je ne vais pas être présomptueux à ce point-là, mais en tout cas ça fait maintenant 25 ans que j'ai commencé dans le retail. Donc à l'époque dans une entreprise qui faisait partie du groupe Galeries Lafayette, qui était Monoprix, où j'ai évolué à travers tous les métiers du front et du back-office, en magasin, aux achats. J'ai même contribué, j'ai piloté le lancement d'un projet emblématique qui est l'ouverture des magasins Monop en 2003, et ce nouveau format qu'on avait lancé, on était les premiers, et je sais d'ailleurs que vous avez réveillé le commerce centre-ville parisien. Exactement, et je sais que Franck Poncet est dans la salle et a ensuite contribué à développer cette enseigne. Et ensuite, j'ai pendant 7-8 ans dirigé notre enseigne de distribution spécialisée d'horlogerie, Louis Pion Royal Quartz, que j'ai développé dans les centres-villes, dans les centres commerciaux, dans les Galeries Lafayette et aussi dans les aéroports. Et depuis un peu moins de 10 ans, je suis aux Galeries Lafayette et j'en suis le directeur général. Avec 10 années qui n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais on en parlera puisque le titre de cette table ronde est de crise en crise. On en a connu quelques-unes ces dernières années, et puis il y en a peut-être encore quelques-unes devant nous, mais ça sera le sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Et juste un mot, donc dans l'actualité des galeries, donc tu nous parles, l'actualité c'est beaucoup, il n'y a plus de Chinois, donc je suppose c'est un problème. Et puis donc il y a l'évolution du périmètre avec la Redoute. Tout à fait. D'ailleurs, Philippe Berland est parmi nous aujourd'hui. C'est une opération qu'on avait montée avec Éric Courteil et Nathalie Bala en 2017. C'est vraiment une histoire d'une rencontre entre des commerçants du physique et du digital. Au départ, pour nous, essayer de comprendre la transformation qu'ils avaient opérée de ce métier historique de la VPC en e-commerçant et cette mutation qu'ils ont réussi en quelques années en fait, puisque Eric et Nathalie avaient repris l'entreprise en 2014, et donc pour nous c'était intéressant d'échanger avec eux, et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes réflexes, les mêmes visions du client, de l'approche, après avec de la différence puisqu'on est derrière un écran ou on est en physique. Mais on était aussi et surtout très complémentaires. Nous plutôt Galeries Lafayette mode, eux plutôt maison, nous physique digital. Et donc de fil en aiguille, on s'est dit il y a peut-être des choses à faire ensemble. Et en 2018, on a fait un accord capitalistique où on est devenu associé à 50-50 à peu près, et qui se déboucle là 4 années après. Et donc c'est pour ça que nous avons annoncé en début d'année la reprise à 100% du capital de la Redoute, avec l'équipe actuelle et dont Philippe Berland en est le directeur général, qui continue l'aventure parce qu'il y a encore de belles choses à réaliser. Et c'est vrai que ces 2 dernières années pour le commerce digital ont été extraordinaires, mais il y en a encore de belles devant nous. En tout cas, belle opération. Ça fait un déplacement de centre de gravité du groupe qui est vraiment intéressant. Tout à fait. Thierry, donc toi, alors on s'est rencontrés, on était jeunes et beaux tous les deux. On était jeunes, beaux je sais pas, mais on était jeunes. Tu étais responsable permanent de Vétimarché. Ouais. Et on préparait la sortie pour Kiabi. Et tu as fait un peu de chemin depuis. Ouais, donc toujours adhérent Intermarché. Tu l'as dit, j'ai présidé l'enseigne de 2015 à 2020 pendant près de 6 ans. Et donc un mandat de président de Périfem. Alors tout le monde ne connaît pas Périfem, c'est une association qui réunit l'ensemble des distributeurs alimentaires
et non alimentaires. On est 250 membres et on a la particularité d'avoir des apporteurs de solutions dans l'association, puisqu'on travaille sur les sujets énergétiques, gaspillage, tout ce qu'on va évoquer. Et l'objectif, c'est pas que de décrypter la loi pour nos membres, c'est surtout de les travailler en amont avec le gouvernement pour essayer d'avoir je dirais, un cadre législatif qui nous permette de mettre en place tout ça. Et avec un centrage sur le point de vente, les équipements du point de vente, la technologie au point de vente, on va dire. Ouais, en fait, on va dire que tout ce qui est produit, relations commerciales, c'est pas nous, c'est plutôt la FCD. Hein, et nous, ça va être tout ce qui va tourner autour du produit et l'exploitation du magasin. Et tu es par ailleurs, tu disais toujours adhérent, donc tu as un peu d'activité magasin toi-même. Ouais, je suis resté épicier, j'ai ouvert Boulogne, c'est pour ça que voilà, je me suis retiré de la présidence. Je suis actionnaire du Bricorama de Boulogne, et puis je lance une activité de boulangerie, parce que je crois qu'il y a un réel potentiel, en tout cas à Paris, sur ce sujet. Très bien, donc la double casquette, elle a plus une triple casquette, je ne sais pas combien il y en a. Alors, revenons sur le sujet, donc conjoncture. Peut-être d'abord nous dire, enfin vous l'avez vécu très différemment parce que entre. Nous on était non essentiels, donc c'était déjà voilà, qualifié de non essentiel. Comme une hiérarchie entre vous, hein, si tu veux. Bon, donc toi tu étais fermé une bonne partie du temps. Quand tu étais ouvert, les touristes n'avaient pas le droit de venir, donc de toute façon les frontières elles étaient fermées, en particulier chinoises, donc avec un impact très, très, très lourd de la crise Covid sur tous les métiers de l'équipement de la personne, et en particulier sur les grands magasins, et en particulier sur les très, très, très grands magasins qui étaient fermés encore plus que les autres. Alors que dans l'alimentaire, vous avez vécu des années infernales en termes d'organisation, mais finalement plutôt relutives sur le plan économique. Ouais, c'est tout l'inverse que ce que tu as connu, Nicolas. Nous, ça a été... Non, on ne l'a pas trop dit à l'époque parce que justement, on avait peur de se prendre un nouvel impôt, mais ça a été 2 années assez extraordinaires. Totalement grisant quand on pilote ça, parce qu'effectivement, c'était l'inconnu, donc fallait tout improviser. Mais ça a été des années où je crois que 2020, on fait 1,5 milliard de plus que le budget. Et en 2021, on finit premier en croissance. Et en fait, on le doit à la réactivité de nos chefs d'entreprise qui étaient sur le terrain, qui étaient avec les équipes. Et donc maintenant, on va peut-être parler de l'actualité. C'est plus compliqué de passer sur ces historiques parce que évidemment tout est biaisé, quoi. Alors que nous, comme tu l'as dit, on a été fermés. Quasiment 200 jours en 2 ans. Hein, ça a été... D'ailleurs, cette semaine, on fête le premier anniversaire de notre réouverture. On réouvrait le 17 mai 2021. Et on avait été fermé 107 jours en 2021 et quasiment autant en 2022. En 2020, pardon, mais c'était en 2 périodes, hein, puisqu'on avait fermé en novembre, en 2020 aussi. Ça a été 1,5 milliard de pertes de chiffre d'affaires chaque année, donc 3 milliards quasiment au total de pertes d'activité, plus d'un tiers de notre activité qu'on a perdu, des pertes d'exploitation très significatives comme on n'en a jamais connu, et donc il y a une nécessité de s'adapter dans une sidération, parce qu'il faut dire aussi que c'était sidérant quand on se remet en 2020, ce qui est déjà loin. On ne connaissait pas vraiment, on ne savait pas où on allait et comment on y allait. Et donc, un besoin de s'adapter, d'adapter l'organisation, évidemment les coûts. Bon, il y en a une partie qui sont variables et qui sont liées à l'activité, donc cela, ils s'arrêtent. Et puis les autres, il faut bien essayer de les contenir. Et en même temps, toujours dans l'idée de se dire, un jour, on va réouvrir. Et donc, il faut qu'on soit prêt à réouvrir. Et donc, on n'a pas tout arrêté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Cédric. Bien au contraire, on a priorisé et on a considéré qu'il y avait des projets qui étaient plus importants que d'autres. Et notamment pour le boulevard Haussmann, continuer nos projets de rénovation de façon peut-être un peu moins somptueuse que ce qu'on avait prévu, mais qui doivent nous permettre de rester le leader du grand magasin en Europe et peut-être même dans le monde. Ce qu'on a fait en ouvrant un magnifique étage de souliers au 4e étage, on a continué l'installation d'une batterie d'escalator. On a maintenu nos capex, réduit évidemment, mais maintenu un certain niveau d'investissement pour justement faire en sorte qu'au moment où les clients reviennent, on soit prêt à les accueillir. Alors ce qui est vrai, c'est que pour ce qui est des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, puisque quand tu parles des étrangers, Cédric, c'est surtout le boulevard Haussmann qui est concerné, un peu la province et notamment les régions côtières et Nice en particulier. Mais c'est sûr que c'est le magasin du boulevard Haussmann, c'est quasiment 60% de notre activité qui était fait en 2019 avec des étrangers asiatiques. On me le rappelle souvent, mais pas que. Il y a toutes les nationalités, il y a plus de 90 nationalités qui venaient visiter les Galeries Lafayette. Et c'est vrai que du jour au lendemain, ils ont disparu.
Ça commence à revenir depuis l'été 2021. Et là, depuis 2022, et d'ailleurs on l'entend un peu partout, et on le voit même en se promenant dans Paris, la clientèle internationale est de retour, américaine, moyenne-orientale, européenne aussi beaucoup. Ce qui manque évidemment encore beaucoup, ce sont les Asiatiques, mais on sait bien qu'ils sont encore pris dans la crise du Covid, et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils en sortiront. Et ça, c'est plus particulièrement vrai pour les Chinois notamment. Alors ça, c'est sûr qu'ils sont pour le moment, ils n'ont pas le droit de sortir du pays. Donc, sur le début d'année, là, donc, entre la fin d'année, il y avait un trend qui, dans le non-alimentaire notamment, était plutôt bon. Vous avez souvent fait des bons Noël, etc. Puis il y a une espèce de trou d'air un peu bizarre là en début d'année qu'on a quand même un peu de mal à décoder. Ça va un peu mieux. Enfin, dans le Donald, ça donne quoi là? Le début d'année, la fin d'année a été plutôt bien meilleure que ce qu'on avait prévu. Ça, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Le début d'année, il ne faut pas oublier qu'il y avait Omicron quand même qui se promenait, que le télétravail était toujours fortement recommandé pour les entreprises, et donc ça n'incite pas particulièrement à visiter les commerces comme les nôtres qui sont, une fois de plus, j'aime à le rappeler, non essentiels. On vient chez nous pour se faire plaisir, on ne vient pas chez nous forcément par nécessité, on n'est pas dans la commodité, et donc forcément les soldes ont été mauvais. Ça n'a pas été un début d'année tonitruant. Et là, depuis un mois, avec notamment le retour du tourisme, mais pas que, on sent une activité qui revient sur les performances que nous connaissions en 2019. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une fois de plus, on a deux vitesses qui sont très différentes entre Paris et le reste de la France. Le reste de la France, nos magasins souffrent d'un déficit de trafic très important. Par contre, évidemment, le taux de transformation a explosé. Les clients qui viennent nous voir, ils viennent avec l'intention d'acheter. Donc, c'est grâce à cette équation qu'on arrive à le faire. Mais quand même, le trafic est difficile à faire venir pour tout un tas de raisons. Et c'est sûr que, au-delà du Covid, tous les sujets que tu as pu évoquer, mais qu'on a entendus ces derniers mois, liés à l'élection présidentielle, mais aussi liés au pouvoir d'achat, liés à l'inflation, n'incitent pas forcément nos concitoyens à se faire plaisir en ce moment. Et alors en alimentaire, il y a des tendances qui sont très inverses. Les historiques sont difficiles à lire puisque les restaurants étaient fermés donc, avant. Voilà. Mais donc ça donne quoi chez vous? Non, mais il faut repartir d'historique, c'est-à-dire qu'on fait -2 à fin P4, mais sur des historiques incroyables, donc c'est pas si mal que ça. Ce qu'il faut retenir de la rentrée, c'est plus les phénomènes marquants d'inflation qui sont là, de pénurie, de coûts de production qui sont hyper impactants, qu'on retrouve chez nous, distributeurs, mais qu'on a chez les industriels. Donc ça a été chez nous, je ne sais pas chez toi Nicolas, mais la pire des années. Moi, depuis 20 ans que je suis dans l'industrie, on n'a jamais vu des négos aussi compliqués, quoi. Mais quand tu dis si on est à -2 alors que l'inflation est à +4, ça veut dire qu'on est à -6 en volume quand même. Non, c'est compliqué, mais quand l'année dernière les restos étaient fermés, qui venaient s'approvisionner dans les supermarchés, voilà. Il faut comparer à 2019, et par rapport à 2019, l'enseigne est à +8, donc tout va bien, quoi. Donc Nicolas, tu disais, on le comprend bien que vous, c'est l'appétence, c'est l'appétit de consommation en fait, le sujet dans ton secteur. Dans l'alimentaire, c'est pas vraiment. Alors, c'est pas ça le sujet. Le sujet, je pense qu'il n'y a pas de problème d'appétit de consommation. Le sujet, ça va être le pouvoir d'achat des familles les plus vulnérables. Elles se sont pris 3 vagues d'inflation. Elles ont pris les carburants, l'énergie et maintenant, effectivement, l'alimentaire, notamment avec les denrées essentielles. Donc, on assiste, nous, à des changements dans les comportements de consommation, caractérisés par 2 choses. Un panier qui chute, on en achète moins, et puis une dévalorisation de la consommation. Donc on voit bien, il suffit de prendre les livres de caisse et tu vois les familles qui explosent et celles qui régressent. Donc on est plus sur effectivement des familles comme les pâtes qui fonctionnent, et puis le bio et la viande qui diminuent. Donc il y a des arbitrages, et le rôle aujourd'hui des distributeurs, et tu vois bien les axes de communication, tout le monde retourne sur le pouvoir d'achat et la promo, parce que c'est d'actualité, quoi. C'est frappant ce qui se passe sur le bio, notamment, c'est déconcertant. Ouais. Cette sensibilité à l'inflation, donc elle est d'autant plus forte, tu le disais, chez les ménages modestes, puisqu'on sait bien que toute l'épargne Covid, elle est concentrée chez les gens âgés. Il n'y a quasiment pas d'épargne chez les menus modestes. Donc on peut faire l'hypothèse que tes clients, Nicolas, sont peut-être un peu moins dans un sujet de pouvoir d'achat, que l'inflation est peut-être quelque chose d'un peu moins sensible, où il y a eu une telle hystérisation du sujet dans les médias que de toute façon c'est sensible aussi. Les deux, mon général. Honnêtement, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir une lecture précise de la chose. Maintenant, on sent quand même qu'il y a une frilosité
certaines de nos clients à se faire plaisir, employons le terme, hein, parce que quand on vient chez nous, c'est quand même pour se faire plaisir. Bon, ce qui est vrai, c'est que dès qu'il y a des opérations un peu promotionnelles, et en ce moment les ventes privées, on sent quand même les clients qui reviennent plus massivement. Donc on va naviguer de façon un peu permanente comme ça entre des périodes promotionnelles qui vont nous créer une vraie dynamique de business, et puis des crues, ou en tout cas moindre nombre de clients qui nous visitent pendant les périodes à taux plein. Bon, l'équation est pas simple à gérer. Donc ça veut dire qu'on a toujours autant envie de se faire plaisir, et que donc dès qu'on a l'appetizer avec l'opportunité financière, l'accessibilité fonctionne. Ok, donc là on a parlé des clients, de l'inflation, etc. Un mot quand même sur les produits et les appros, parce qu'on est quand même dans un contexte complètement hallucinant. Donc tu parlais de la difficulté de négo, mais déjà si tu fais une négo avec tes fournisseurs, c'est que tu as des fournisseurs qui ont des produits à vendre, c'est déjà quelque chose. Alors, vous en êtes où sur ces tensions sur les filières, sur le sourcing, etc. Nous, on a pas mal de ruptures. Je pense qu'il faut faire la distinction entre, je dirais, 4 facteurs explicatifs. On met tout sur le dos de l'Ukraine. Aujourd'hui, ça n'est qu'une petite part de la pénurie. Par contre, ça sera probablement la cause principale de la rentrée. La cause première, c'est les raisons climatiques aujourd'hui. Donc quand on manque de moutarde, on n'a vraiment plus de moutarde, c'est parce qu'au Canada, il a fait 50 l'année dernière, la graine de moutarde n'a pas été produite et on ne la retrouve pas. Donc, il y a eu un empilement de malchance, si j'ose dire, une espèce d'alignement négatif des planètes qui est assez incroyable. Tu as le climat, tu as l'Ukraine, tu as le consommateur qui provoque la pénurie, parce qu'en fait, on est sur des surconsommations à 50% sur l'huile, donc ça ne suit pas. Et puis après, la réalité, c'est que tu as des ruptures parce que la négo a échoué. Et ça, on ne sait pas à la part, parce que chaque enseigne a eu différents conflits, mais nous, on a, et on assume des ruptures parce qu'aujourd'hui, c'est plus dans l'assortiment, quoi. Et tu as toujours le Covid en Chine. Et la Chine est fermée, Shanghai, etc. Enfin, voilà. Donc vous, sur... Pas mal d'imports lointains. Oui, c'est pour nos marques propres pour lesquelles c'est plus difficile. Mais on trouve des alternatives. Mais c'est sûr qu'on est dans l'obligation, et on va être dans l'obligation de le répercuter sur les prix. Et donc on est en train d'étudier des augmentations de prix pour nos marques propres. Sur nos marques, pour les marques nationales, c'est un peu moins problématique. Il y a quelques secteurs qui sont plus compliqués, typiquement la sneakers, qui est beaucoup fabriquée en Asie notamment, où on a des difficultés d'approvisionnement, mais le reste, pour l'instant, ça va plutôt. Après, il faut faire attention parce que nos fournisseurs, ils peuvent aussi se servir de ça comme opportunité pour faire passer des hausses de prix. Et ça, on le sent arriver très fortement. D'où la tension de négo. Nous, on avait des hausses de tarifs, on s'est amusé à les calculer. Le total, c'était quand même 1 milliard, quoi, sur l'ensemble des fournisseurs d'Inter. Donc, tu as effectivement une partie de hausse de confort. Quand les tarifs arrivent à plus 20, tu as le droit quand même de regarder ce qui se passe. Parce qu'en fait, soit on bouffe notre marge, soit on le passe au conso, et aujourd'hui, ça va être compliqué de le passer au niveau du client. Donc, on a eu un vrai combat cette année, mais je pense que c'était général à la distribution. Et vous anticipez que, alors c'est peut-être pas tellement chez toi, parce que tes filières ont l'air un petit peu plus résilientes de ce point en termes d'appro, Nicolas, mais par exemple ou avec la casquette Périfem, si on veut élargir à l'ensemble du Nanal, tu anticipes que ça va rester ou devenir encore plus compliqué dans certains métiers, ou c'est plutôt quelque chose qui est un peu derrière nous? Parce que malgré tout, ça y est, les prix des containers commencent à baisser un petit peu, ça commence à se désengorger un peu. On peut espérer qu'un jour, les Chinois vont arrêter de... Quel niveau d'optimisme vous avez là-dessus ? Moi, je suis un peu inquiet sur le sujet climatique. C'est-à-dire que je pense que ces pénuries-là, il va falloir vivre avec et trouver des solutions. L'Ukraine, c'est devant, donc je pense que le sujet du blé arrive. L'inflation, on l'a eu, mais en fait, la pénurie arrive. Donc, non, les 18 mois qui viennent vont être très, très compliqués. Oui, je partage totalement. Non, ça va. On n'est pas encore du tout sorti de ces problématiques, et je pense que ce soit pour, une fois de plus, nos marques propres comme nos marques nationales, on va encore avoir des discussions compliquées avec nos partenaires. Alors, mais on trouvera des sujets plus positifs après, rassurez-vous. Sympa.
le moral. Mais on va quand même continuer avec un autre problème. Un petit mot sur la crise énergétique et l'impact de la crise énergétique. Parce que alors dans certains métiers, alors en particulier dans l'alimentaire, c'est encore plus vrai, mais c'est vrai dès qu'on éclaire les magasins, il y a des impacts sur les coûts et sur la logistique, on n'en parle pas, de la crise énergétique qui sont très importants. Et là, je sais qu'avec ta casquette Périfem, c'est quelque chose que vous avez regardé de près. Tu avais un... Oui, alors moi j'ai 2 casquettes. Si je prends celle de l'adhérent Intermarché, j'ai envie de te dire que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc nous, en 2021, on a mis vraiment la pression à tous nos adhérents pour faire des audits, des plans d'action. Et ça marche, hein. C'est des choses mais très simples. Hein. Tu remodifies la planification de ton éclairage et quand tu arrives tes employés, c'est à 50%. Tu mettais à fond plein gaz à 8h30 à l'ouverture et en fait, tu fais plus ça. Tu t'aperçois qu'il n'y a quand même pas grand monde à 8h30, donc tu commences vraiment à mettre l'éclairage à 10h. Donc on arrive sur des trucs complètement assez fous, mais qui par contre génèrent des vraies économies. Et puis en prospective, le vrai sujet, il est à venir sur la dépense énergétique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des contrats pluriannuels sur les négos électricité. Donc nous, aujourd'hui, dans notre enseigne, on vit sur une négo qui a eu lieu en 2020, un cours qui n'est pas celui d'aujourd'hui et qui ne sera surtout pas le cours de demain. Donc on ne l'a pas senti encore. Par contre, en 2023, on va se prendre réellement la hausse du coût de l'électricité. Et chez nous, dans un Intermarché, mais c'est pareil chez Carrefour, ça peut représenter 30% du résultat opérationnel. La facture énergétique. Un Inter qui fait 300 000 de résultat, il a 100 000 de facture d'électricité. Or, on prévoit, notamment chez PFM, qu'on va peut-être et probablement doubler, voire tripler cette facture énergétique. Donc c'est juste alarmant de penser qu'on va dégrader de 30 voire 50% le résultat de nos exploitations. Donc le seul sujet, il est ou politique, c'est-à-dire qu'on attend du nouvel gouvernement des aides ou une baisse du prix de l'électricité, ou alors solution technique, mais avant de mettre du photovoltaïque, que ça produise et que ça rapporte, il va se passer plusieurs années. Donc on va être dans l'impasse, non pas maintenant, mais dans un an, c'est écrit. Oui, je partage totalement. On a reçu les hausses tarifaires pour 2023 de l'électricité. Pour l'ensemble des Galeries Lafayette, c'est 113% d'augmentation. Donc on passe d'une facture de 12 millions à 25 millions. Ah oui, quand même. Très bien. Donc on va négocier. Mais je suis entre les 3% qu'on pouvait attendre et les 113%, je pense qu'on ne va pas trouver le juste milieu. Ouais, moi, dans mon métier, ça pèse moins dans le PNL quand même, en fait. Par éclairer les bureaux, ça va. Très bien. Et puis pour terminer avec les sujets, les raisons de se faire peur avant de parler des raisons d'espérer, un mot sur le recrutement, qui est quand même, enfin je l'évoquais tout à l'heure, un truc, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe partout, puisque on nous dit qu'il y a des gens qui ont changé dans la restauration, ça a toujours été difficile, les gens sont partis faire autre chose, mais il n'y a plus personne nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier, aucun secteur où il n'y a pas de problème de recrutement à tous les niveaux de l'échelle et dans toutes les... Donc il y a quand même un truc qui m'échappe là. Bon, quelle que soit l'explication sociologique de ça, donc je suppose que vous le vivez à tous les niveaux dans vos entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit apprendre à faire avec moins de monde et accélérer l'automatisation et la robotisation des métiers. Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur l'attractivité des métiers du retail. D'abord, nous, ces 2 dernières années, on a plutôt été dans la contrainte. Et donc, le fait de réduire nos frais de personnel n'était pas forcément une mauvaise nouvelle, vu les conséquences des pertes de chiffre d'affaires que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un métier de service, on n'est pas dans du libre service, donc il faut véritablement qu'on ait du personnel dans le magasin. Et on est arrivé au bout de quoi. En tout cas, on ne peut pas aller plus loin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a quasiment 500 personnes à recruter pour l'ensemble de nos activités. Et sur le spectre global, c'est-à-dire aussi bien des cadres, aussi bien des métiers très qualifiés dans le digital, dans la gestion de la data, que des vendeurs ou des hôtesses de caisse. C'est véritablement une difficulté et on n'arrive pas pour l'instant à recruter parce que l'attractivité de ces métiers du magasin sont complexes. On travaille le week-end, on travaille le samedi, voire le dimanche. On n'est
pas très bien payés. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui véritablement à reconstruire une histoire et à faire en sorte de redonner une attractivité à nos métiers et à notre enseigne. Mais ça fait un peu peur parce que tu es quand même dans un secteur, la mode, le luxe, en centre-ville, etc. On pourrait penser que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas de problème de recrutement et d'attractivité, ça devrait être toi, quoi. Sur les 500 personnes que j'évoquais, il y en a à peu près 50 au niveau du siège et le reste, c'est que des personnes en magasin qui nous manquent. Une centaine à Haussmann, à peu près 250 dans le réseau et une centaine au BHV qu'on n'arrive pas à recruter. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'employés de caisse ou de vente, on est dans des grilles de tarifs de salaire qui sont relativement basses. Donc c'est aussi un des éléments qu'il faut qu'on travaille, pour lequel aujourd'hui je n'ai pas encore la réponse, mais sur lequel les équipes travaillent. Et puis aussi sur l'incentive derrière à avoir des ventes qui aussi contribuent à rémunérer mieux nos vendeurs. Mais c'est une équation dans un moment où l'entreprise est en difficulté qui n'est pas simple à résoudre. Ouais, je vais effectivement faire le distinguo, comme tu dis, sur population siège, population point de vente. Sur le terrain, on n'a pas de généralité. Ça va dépendre de chaque bassin d'emploi. Moi, à Paris, j'ai pas de sujet. On trouve facilement. Tu vas à Vitré, plein emploi, très, très compliqué. La bonne nouvelle pour nous, donc je ne sais pas si dans ton domaine c'est pareil, c'est qu'on a quand même eu tous les contrats en alternance qui se sont développés, parce qu'il y a eu quand même un vrai coup de pouce du gouvernement et on a un paquet de jeunes aujourd'hui qui sont en formation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a toujours le sujet, nous, des métiers spécialisés, boucherie, poissonnerie. Donc, on dit, pour passer la pilule, qu'on fait du frais emballé parce que c'est la temps de conso. C'est surtout qu'on n'a plus de poissonniers pour tenir l'amplitude horaire jusqu'à 21h. Hein. Tu me disais que même toi, malgré tes conditions, dans tes magasins, tu as fermé certains rayons trad. Boucherie trad, poissonnerie trad, parce que je trouve plus, quoi. Donc, on fait du frais emballé. Donc, ça, c'est le sujet, mais qui est vraiment différent d'un secteur à l'autre en fonction du bassin d'emploi. Et puis, pour le siège, il faut absolument travailler la marque employeur, quoi. Rodolphe est au premier rang, on en souriait tout à l'heure, mais même Malakoff, c'est très compliqué de faire venir les mecs du digital. Donc t'imagines Bondoufle à côté d'Evry, c'est pas possible. Donc c'est un vrai sujet et on a l'obligation de travailler la marque employeur, les conditions effectivement de travail, le télétravail. Aujourd'hui, les jeunes qu'on va embaucher, il ne faut même pas leur dire qu'ils vont venir 5 jours ou 4 jours dans l'entreprise. Donc c'est tout ça qu'il faut réinventer. Et ceux qui ne le feront pas, là auront de vrais sujets de main-d'œuvre et de compétences dans les boîtes, quoi. Les RH ont intégré ça suffisamment, la nouvelle posture bien sûr. Le problème, c'est pas les RH, c'est véritablement derrière d'arriver à trouver les bons profils et puis à leur donner envie de venir nous rejoindre. Juste avant de passer sans doute au sujet plus prospectif et plus positif, je voudrais quand même aussi, sans faire de politique, rappeler qu'en France, on a quand même été aidés. Et en tout cas pour nous qui avons été dans une grande difficulté ces 2 dernières années. Alors 2020 c'était quand même un moment de sidération, mais 2021 je dois dire quand même que l'État français et Bercy en particulier a quand même été un soutien. Alors ça n'a pas été dans la grande simplicité, mais l'administration est là pour nous le rappeler. Mais quand même, mis bout à bout, on a quand même eu de la chance, je crois qu'on peut le dire, en France, d'avoir un État qui nous a soutenus. Alors évidemment, ils n'ont pas pris à leur charge l'intégralité de nos pertes d'exploitation, mais ils nous ont en tout cas permis que ça soit un tout petit peu moins douloureux. On aime bien, en France, on aime bien critiquer nos gouvernants, etc. C'est vrai que je le rappelais. Quand on se compare à ce qui se passe à l'étranger, y compris sur le sujet de l'inflation et des coûts énergétiques, par exemple, on est plutôt mieux chez nous quand même que de l'autre côté de la frontière. On est mieux. Tout à fait. Et la gestion qu'on a eue du Covid, où on avait été réunis par le maire pour nous dire... on était tous les 5 avec donc les autres patrons d'industrie. Vous avez une vraie mission, c'est tenir la chaîne alimentaire, parce que s'il y a une crise alimentaire, il y aura une crise politique. On va ouvrir les vannes et on avait des calls donc tous les 2 jours avec Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire. Ils ont tout ouvert. C'est-à-dire, on leur disait on n'a pas le droit de circuler le week-end. Ils ont permis qu'on circule et tout a été mis en place pour que ça avance. Donc faut le dire aussi quand ça va bien, quoi. Ça fait du bien de faire un petit cocorico quand même, mais c'est pas si souvent. Hein. Bon, faut se faire plaisir quand on peut. Alors, juste, effectivement, parlons un petit peu plus parce que là, on a tous les yeux rivés sur la difficulté actuelle et les prochains mois, évidemment, tellement c'est un peu obsédant. Bon, et en même temps, on sait bien que l'urgence du long terme, elle existe toujours.
Et alors, on va parler après de sujets du digital, de RSE, etc. Mais avant même d'aborder ce qui sont peut-être ces nouvelles frontières du commerce, il y a les bons vieux sujets de la réduction des irritants, de l'expérience client en magasin, de la difficulté à faire ça quand on est sous pression économique et qu'on a des marges et des coûts qui ont tendance à monter, parce que finalement, faire une expérience client super sympa avec du personnel souriant, un magasin joli et une bonne stimulation commerciale et tout ça, si on n'a pas de limite économique, on sait le faire. Enfin, la difficulté, c'est de faire ça quand on est dans une équation économique compliquée, qu'on a un trafic qui baisse tendentionnellement, un CA au mètre carré, vu que la consommation est autour de zéro, qu'on continue à créer du mètre carré, qu'il y a un peu de captation e-commerce, bah forcément le CA au mètre carré, il n'est pas magique, il est forcément en érosion tendancielle. C'est moins vrai dans l'alimentaire que dans le non-al, mais l'équation macroéconomique, elle est là pareil. Donc, au-delà du discours qu'on a tous envie de tenir sur le fait de dire il faut réduire les irritants parce que le client d'aujourd'hui n'accepte plus, etc., il est habitué à l'excellence opérationnelle et tout ça, qui est vrai. Et de dire si on veut que les gens aient envie de lever leurs fesses du canapé pour venir dans un magasin, il faut que l'expérience en magasin soit plus émotionnelle, plus inspirante, plus expérientielle. Ce qui est vrai. Donc c'est bien de le dire. Est-ce que c'est vraiment, d'abord, est-ce que c'est vraiment vrai quand on est retailer? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce que c'est vraiment ça la réponse? Et comment on fait concrètement? Alors, moi, je crois que c'est vrai, en tout cas, de ne pas non plus mettre tous les capex sur le digital. C'est-à-dire que l'erreur que certains ont peut-être fait, en tout cas, les indépendants ne l'ont pas fait parce que c'est leur boutique, parce qu'ils y sont. La prise de part de marché des indépendants ces 5-6 dernières années, donc Leclerc, Système U et nous, on n'a pas déconné en positionnement prix en promo, mais l'expérience d'achat est plutôt agréable parce que les indépendants ont réinvesti dans leur boutique. U l'a fait avant nous. Nous, on a aujourd'hui notre concept FabMag. Et c'est vrai que quand tu viens dans ce magasin-là, c'est quand même plus une poubelle, quoi. C'est quelque chose où tu as plaisir quand même à faire tes courses. Donc, je pense que nous, on l'a fait plus que certains groupes qui étaient partis à l'international où les CAPEX allaient là-bas. Et ils vont avoir cette question-là dans les mois, les semaines et les années qui viennent pour investir. La difficulté, tu l'as un peu évoqué, c'est tous les millions, et c'est en centaines de millions qu'on met sur le digital, et c'est de savoir effectivement quand est-ce que va être le retour sur investissement. Aujourd'hui, ça ne fait que 5% de notre chiffre, on prévoit 10%, tout a été accéléré avec le Covid, hein. On a doublé nos parts de marché sur le sujet, mais où est-ce que va être mis le curseur? Et en fait, quand tout va bien, et nous on a eu la chance que ces 2 dernières années ça va, on peut remettre beaucoup. On a remis 3 milliards depuis 8 ans et tu avais suivi ça avec le plan logistique. Donc c'est quand même un sujet extrêmement important parce que c'est 60% de nos charges. Donc on est en position aujourd'hui normalement de continuer à faire du prix. Mais le sujet à un moment pour certains, c'est que seul quand tu fais 7, 8, 10 ou 15%, c'est comment tu finances tout ça. Parce qu'il y a et le carrelage et le digital et c'est quand même beaucoup d'argent, quoi. Et même si je reste sur le carrelage, si je caricature un petit peu, comment il faut arbitrer dans l'alimentaire entre l'achat sous irritant, qui est quand même de l'efficience, de la simplicité, etc. La maîtrise des coûts, parce que, a fortiori, chez Intermarché, où les prix bas et le pouvoir d'achat sont quand même un élément de l'ADN, mais quelle que soit l'enseigne. Et le fait de remettre de l'émotion, de l'expérience, du plaisir, etc. Enfin, si tu dois... L'équation, en fait, tu réinvestis et tu dis à tes troupes, tu dis on a 4 milliards de charges en point de vente et là, il va falloir économiser. Donc, tu as 3 leviers. Tu as le coût magasin, le coût outil où tu t'allies avec Casino et tu fais une centrale d'achat non marchand et tu vas acheter moins cher tes meubles froids. Donc, ça fait baisser ton coût outil. Je l'ai évoqué, tu changes tes pratiques. Donc, tu ne mets pas plein gaz l'éclairage dès que tu arrives le matin. Et puis, on essaye, nous en tout cas côté alimentaire, d'avoir de nouvelles sources de revenus. Donc on fait aussi des centrales de vente, là pour le coup, de data, de choses qui n'existaient pas. Et il faut faire des ressources qui soient nouvelles et qui viennent financer. Donc entre les baisses de charges de l'existant, les nouvelles ressources, ça doit être la bonne équation pour financer le surcoût actuel qu'on investit en digital. C'est exactement le sujet de la 3e table ronde cet après-midi, ça. Pour nous, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de créer des émotions ou des événements qui donnent l'occasion aux clients de venir nous visiter. On fait ça quasiment tous les jours et on le fait encore plus particulièrement quand on fait des grands événements. Le point d'orgue étant évidemment Noël avec le sapin de Noël de 25 mètres sous la coupole. Donc toute cette émotion, ça fait partie clairement de notre ADN et de ce qu'on
faisait avant et qu'on va continuer et qu'on veut continuer à faire et sur lequel on n'a jamais rogné. Donc tout à l'heure, je parlais des CAPEX qu'on a mis sous contrainte, mais on a quand même maintenu un certain niveau d'investissement et qui, pour on va dire les 2 tiers, continuent à être dans nos magasins et 1 tiers sur le digital / l'IT. Et donc, pour nous, en tout cas, tout ce qu'on fait dans nos magasins, c'est à la fois pour créer des parcours marchands, faire venir des nouvelles marques, faire venir des nouveaux partenaires et donner à chaque fois une occasion un peu différente à nos clients de nous visiter. Et puis, en parallèle, avec nos investissements IT, c'est de travailler sur tous les outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs, les smartphones qu'on leur donne pour être à même de répondre à toutes les attentes et toutes les questions que nos clients pourraient avoir, que ce soit sur la disponibilité des stocks, que ce soit sur la possibilité d'encaisser de façon mobile ou autre. C'est véritablement, ou quand le produit n'est pas là, de pouvoir le commander sur le site internet. C'est des éléments aujourd'hui qui sont dans la poche dans la poche de nos collaborateurs. Et il y a une vraie culture, on peut développer dans un modèle comme le tien, qui est vraiment d'une grande complexité opérationnelle, peut-être encore plus que les métiers du supermarché. Je pense que le niveau de complexité opérationnelle, de diversité est peut-être encore plus grand, et avec un besoin d'amener en permanence de la surprise, du plaisir, de l'émerveillement, etc., etc. On peut avoir en même temps une culture des coûts, de la maîtrise des coûts, entre guillemets, un peu d'industrialisation quand même. C'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau, mais je dois dire que ces 2 dernières années nous ont un peu aidé à cela. Et c'est vrai que c'est désormais bien inscrit. Mais il faut qu'on continue en même temps à faire des événements qui soient toujours plus magiques, merveilleux. Il y a quelques semaines, c'était les 50 ans de Smiley et on a fait une très belle opération avec Smiley. On va faire French Touch cet été pour mettre en avant le Made in France aux Galeries Lafayette, à Haussmann et dans le reste de nos magasins. Ça sera des événements avec des concerts. Il faut en permanence quand même qu'on donne une occasion. Et donc, on le fait sous la contrainte des coûts, donc on est intelligent. En tout cas, on s'oblige à être un peu plus contraint, mais toujours en gardant cette idée que l'expérience doit être quand même autre et différente et la plus inspirante possible. Il y a un sentiment qu'on a, vous allez me dire si ça vous parle, c'est que comme vous êtes sur des métiers où la complexité du métier a quand même énormément augmenté au cours des dernières années, a fortiori avec l'omnicanal, et que la tension économique est plus forte, le sentiment que j'ai, moi, c'est que ça exige de vous surtout beaucoup plus de précision dans tout ce que vous faites, en fait. Dans tous les réglages, dans tout le pilotage, le réglage du modèle commercial, du modèle économique, des arbitrages de CAPEX, de où est-ce qu'on va rogner comme des chiens sur les coûts et où est-ce qu'au contraire on doit apprendre à se lâcher, à investir. Enfin, donc il y a un besoin de subtilité, de précision du pilotage qui est beaucoup plus grand. Alors, précision dans le commerce. Nous, on avait pris le virage d'arrêter la moyenne Intermarché et de se dire un express, c'est quand même autre chose qu'un hyper, qu'un contact ou a fortiori qu'un Netto. Donc, commerce de précision, ça c'est sûr, parce que il y a les coûts, mais c'est quand même la top line qui fait qu'on écrase tout. Donc la croissance reste et doit rester la priorité d'une enseigne alimentaire. Et puis oui, précision, c'est-à-dire qu'on a fait un boulot qu'on n'avait jamais fait depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on s'est cogné toute la chaîne de charges, de la livraison, où là on a investi beaucoup, 3 milliards pour livrer moins cher, mais surtout en point de vente, à reprendre du chronométrage, à regarder les charges administratives, à réfléchir à l'externalisation de la fiche de paye, à mutualiser la compta, et en fait à travailler les caisses automatiques. Donc toutes ces choses-là, c'est petite économie plus petite économie, et c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'avancer sur le sujet, ouais, bien sûr. Sur la précision de l'offre, du pricing, etc., pareil, des outils, et là la technologie aide bien pour avoir une finesse de pilotage plus grande. Pareil, sur le prix, on a délibérément fait le choix de ne pas suivre Leclerc au national sur toute l'enseigne. C'est maintenant un commerce de précision. On a des outils de pricing sur lesquels on investit. Et en fait, tu as 2 contextes concurrentiels où tu as un Lidl, un Leclerc en face de toi. Et là, tu as l'outil pour piloter, où c'est une autre enseigne et c'est beaucoup plus simple. Donc oui, il n'y a pas de gaz à griller. Et donc, on est dans un commerce de précision qu'on n'avait pas il y a 5 ans. On faisait un prix tarifaire toute France sur un bassin où on faisait une moyenne de concurrence. Et aujourd'hui, c'est fini tout ça. Tout ça est passionnant, mais il nous reste 5 minutes, Cédric. Un petit peu plus. Non, mais c'est ça. Non, mais en tout cas, la précision est clairement aujourd'hui une donnée et véritablement fondamentale pour piloter nos activités, ça c'est sûr.
Et ça nécessite chez nous nouvelle formation des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que tu peux mettre les outils, etc., mais si tu n'as pas l'accompagnement de tes chefs d'entreprise pour eux être plus précis, on revoit aussi les profils de recrutement. On a beaucoup de cadres commerciaux ou de la distribution qui nous rejoignent et c'est un peu différent de ce qu'il y avait il y a quelques années. Correct, vous venez pour des raisons différentes l'un et l'autre d'un monde dans lequel le degré de maîtrise et de finesse du modèle économique et commercial était quand même un peu comme ça. Si je suis très caricatural, il y a des gens qui disent qu'un grand magasin, finalement, ça loue de l'espace à des marques et que c'est les marques qui font la finesse du réglage. Et toi, que effectivement, le patron de PME dans son point de vente, il gère un peu comme il peut son modèle, mais enfin que le niveau de finesse de pilotage n'est pas l'équivalent de ce qu'on a chez les intégrés. Alors, bon, je provoque un peu volontairement, évidemment. C'est caricatural. C'est vraiment une caricature. Un tout petit peu. Mais, donc même avec des modèles comme ça, on arrive, vous arrivez à avoir maintenant un niveau de maîtrise optimisé, ou en tout cas en cours d'optimisation du modèle qui est beaucoup plus élevé. Non, mais ça c'est sûr, et c'est vrai que c'est aussi un des éléments ou un des éléments positifs de la sortie de la crise, et pas que de la crise du Covid d'ailleurs, parce qu'on en a connu d'autres. On a parlé beaucoup du Covid, mais avant il y avait eu les gilets jaunes, les attentats en 2015, donc il y en a eu quelques-unes qui nous ont aussi poussé à être beaucoup plus précis, justement parce que nous on est dans un métier de coûts assez élevés et au final de marge assez réduite, parce qu'on nous compare et on considère qu'on est dans le luxe, mais nous ne sommes qu'un intermédiaire entre le client et le fabricant. On n'a pas les marges de Vuitton ou de Chanel. Ils nous en laissent un tout petit peu et nos yeux pour pleurer. Mais donc il faut qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on soit beaucoup plus dans ce besoin de pilotage de nos activités. Alors le dernier sujet qu'on n'a pas évoqué encore et qu'on peut évidemment pas laisser complètement de côté, la RSE, transition écologique. Bon, on en reparlera en fin de journée avec les merci. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dimensions. On sait tous que les enjeux les plus forts en matière de maîtrise de la trace carbone sont pas dans les magasins, en fait, ils sont dans les produits, dans les conditions de production, etc. Bien sûr. Si on reste sur le métier de magasin, le métier d'intermédiaire, comme tu dis, donc dans ta casquette producteur-commerçant, sur la casquette commerçant, quelle est l'importance relative de ça dans la transformation de vos métiers? Est-ce que c'est une cerise, il faut une jolie cerise appétante et sexy sur le gâteau, parce que si on ne met pas la cerise, les clients ne seront pas contents, les employés non plus. Mais est-ce que c'est une cerise ou est-ce que c'est une transformation du gâteau? Alors moi, je l'ai mesuré en prenant la présence de PeriFem. Tu vois, je vois ce qui nous attend et ça va être assez conséquent. Donc je fais le distinguo entre la RSE produit, de la RSE de l'exploitation du magasin. Donc je vais commencer par la RSE du magasin. On a par le gouvernement pris des décisions intéressantes de végétalisation des parkings, de panneaux photovoltaïques, de plus litigieux de fontaines à eau dans les magasins, etc., etc. Et ça a un coût. Et en fait, ce qui nous attend, c'est qu'en septembre, on va avoir l'obligation de faire le point zéro de notre consommation énergétique, magasin par magasin, avec l'objectif qu'en 2030, cette facture énergétique soit diminuée de 30%. On a fait le chiffrage de tout ça, ça va coûter 3,5 milliards à la profession, à la distribution, par an jusqu'en 2030 pour se mettre aux normes. 3,5 milliards, il faut le mettre en perspective d'une enveloppe de développement, enfin de CAPEX qu'on met en développement de 11 milliards. Donc ça vient imputer de 30%. Donc on a la volonté de le faire, mais il y aura quand même l'équation économique à trouver et donc le boulot probablement d'accompagnement de l'État pour nous aider à nous transformer, pour avoir un commerce qui soit plus responsable. Après, si on va sur le produit, je pense que c'est dans la tête de tous les distributeurs. Et là, je prends la casquette d'Inter qui est producteur, qui a ses usines et qui fait le produit. On est obligé d'avoir une RSE sur tous les items, ou en tout cas une partie des items. C'est santé, consommateur, ça c'est évident. Donc la MDD, comme la marque nationale, a quand même retravaillé toute la formule de ses produits. Environnemental, moins d'emballage, moins de pesticides, etc., etc. Et puis sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le sujet du bien-être animal, il y a le sujet de la rémunération des agriculteurs. Et en fait, quand tu mets tout ça, je peux te dire que ceux qui sont à la tête des MDD dans les différentes enseignes, elles ont un vrai taf. Ils ont un vrai taf à faire avancer le truc. Le sujet, c'est qui finance. Qui finance, parce que tout ça, ça a un surcoût. Et ben, on ne va pas avoir le choix de travailler son sujet de marge. C'est-à-dire qu'il faudra croire qu'on va faire du volume, que celui qui fera ça fera venir des clients dans son enseigne parce qu'elle sera RSE. Et donc, c'est le volume qui écrasera un taux de marge qui va diminuer. Donc,
Quand tu mets ça en perspective de ce qu'on disait tout à l'heure, on est obligé vraiment d'être dans un commerce de précision qui taille toutes les charges, parce que de toute façon, on va vivre entre le discount qui revient fort et la RSE qui coûte. On va revenir à des niveaux de marge qui vont être moins importants que ce qu'on a connu ces dernières années. C'est une équation qui ne va pas être simple, mais qui va être passionnante, parce qu'on est en train, je pense, de faire un vrai virage où il y avait la RSE dans la tête de tout le monde, revient le pouvoir d'achat, et ce ne sera pas l'un ou l'autre, il faudra faire les deux, je pense. Dans l'univers de la mode, qui a été en son temps qualifié comme étant la deuxième industrie la plus polluante au monde, déjà le gouvernement et le président de la République avaient pris le sujet à bras-le-corps, puisqu'en 2019, il avait lancé une initiative au moment du G7 à Biarritz qu'il avait baptisé le Fashion Pact, dans lequel on a été un des adhérents. Mais au-delà de ça, dès 2018, on avait initié une démarche au départ commercial qu'on a baptisé Go for Good, aller vers quelque chose de meilleur, et qui ne doit pas nous qualifier d'autorité compétente pour juger si telle ou telle marque est good, mais plutôt tel ou tel produit doit respecter un certain nombre de critères qu'on avait élaborés avec une grille qui était tout à fait transparente pour nos clients comme pour nos partenaires. On l'a fait dès 2018 et ça a été une très belle initiative qui a été saluée par nos clients et par nos collaborateurs, parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour nos collaborateurs, évidemment. Et aujourd'hui, on vend plus de 20% de nos produits labellisés Go for Good, marque propre comme marque nationale, sachant que pour nos marques propres, c'est même 60% de nos marques propres qui sont labellisées Go for Good, et on a l'ambition à 2024 d'en avoir 100%. Donc on est véritablement dans cette démarche-là. Elle est indispensable. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Et les marques, tu sens, toi, que chez les marques, y compris les marques sélectives de luxe, etc., au-delà du discours, elles sont vraiment engagées à transformer un peu les modèles ? Les marques de luxe, ce sont celles qui sont sans doute le plus appétentes à cette démarche-là, parce qu'elles ont justement une telle exigence dans le savoir-faire, dans la maîtrise de leur chaîne de production, qu'au final, elles sont d'une certaine manière très, très imprégnées. Et elles ont toutes des départements RSE qui ne tiendraient même pas dans cette salle, je pense. Et quand on a initié cette démarche en 2018, elles nous ont remerciés, et la plus grande d'entre elles, Vuitton d'ailleurs, nous a remerciés de mettre en place cette démarche-là pour justement leur permettre d'exprimer de façon un peu différente ce qu'ils avaient à faire valoir comme démarche justement plus responsable et comme produit qui pouvait justement être qualifié de responsable. Donc oui, ils sont clairement initiés. Et puis il y en avait d'autres à l'autre bout de la chaîne qui n'étaient pas du tout dans cette démarche-là. Je parle de 2018 et qui aujourd'hui sont beaucoup plus... Les Sandro Masculi Pierlo, par exemple, qui sont des marques bien connues, qui sont dans la mode, et plutôt dans la mode un peu... Alors pas tout à fait de la fast fashion, c'est pas Zara ou H&M, mais qui sont quand même avec des cycles de production assez intenses, n'étaient pas du tout dans cette démarche-là, et ça les a poussés, et aujourd'hui sont des vrais partenaires dans cette démarche. Une bonne illustration de la synthèse entre l'authenticité et l'artificialisation du monde, parce que l'importance du storytelling est de fabriquer des histoires autour des produits, et en même temps avec un produit qui a besoin d'être plus authentique et plus sincèrement RSE. Tout à fait. On va prendre 2-3 questions dans la salle avant de conclure, peut-être. Alors moi, je ne vois rien du tout, donc je ne sais pas qui lève la main. Je vais laisser les... Donc vous nous dites peut-être qui vous êtes, vous vous présentez, puis s'il y a quelqu'un à qui s'adresse la question, s'il y a un destinataire particulier. Oui, bonjour. Donc enchantée, je suis Clémence, je travaille chez Klarna. J'ai une question peut-être un petit peu plus pour Nicolas Houzé. Donc on a parlé tout à l'heure de la crise du Covid. Vous avez dit que vous avez une crise du trafic un petit peu aussi. Nous, chez Klarna, on travaille avec beaucoup de retailers, à la fois qui sont présents en ligne, mais aussi qui ont des gros réseaux de magasins. Et on observe quand même aussi que la tendance, en fait, il y a des tendances qui se sont installées dans les comportements des consommateurs, et ils vont de toute façon aujourd'hui acheter plus en ligne que ce qu'ils faisaient avant. Donc, si vous avez moins de trafic aujourd'hui, c'est certes aussi parce qu'il y a des frontières qui sont encore fermées, mais aussi parce que ces clients, ils vont peut-être pas revenir, en fait. Et du coup, je me demandais comment est-ce que ça va impacter le modèle des grands magasins, qui sont des magasins qui sont énormes, avec beaucoup de staff, beaucoup d'investissements de maintenance. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que les Galeries Lafayette vont changer suite à ça ? Ou est-ce que vous pensez que ça va rester le même modèle qu'aujourd'hui ?
Merci. C'était un des sujets que Cédric souhaitait évoquer, notamment dans l'omnicanalisation de nos métiers et qu'on n'a pas eu le temps de développer ce matin. Mais évidemment, on a bougé. Lancer un site internet, galerielafayette.com, existe depuis une quinzaine d'années, mais c'est vrai que cette crise a accéléré en tout cas l'acculturation de l'entreprise et a accéléré aussi les ventes que nous réalisons en digital. Et puis l'opération qu'on a fait aussi avec La Redoute doit nous aussi accélérer cette omnicanalisation du groupe Galeries Lafayette. Maintenant, moi, je reste convaincu que les magasins ont un rôle à jouer, sans doute un peu différent, beaucoup plus événementiel, beaucoup plus émotionnel. Et on a pu constater d'ailleurs, le 17 mai 2021, quand on a réouvert nos magasins, les clients sont venus, sans doute un peu moins nombreux, mais ils sont venus avec une intention plus forte et en tout cas avec une vraie intention de consommer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le taux de transformation des clients qui nous visitent est bien plus élevé qu'il n'était avant. Donc, pour moi, en tout cas, l'équation gagnante, c'est vraiment cette omnicanalité, c'est vraiment un réseau physique et un canal digital très puissant. Et puis le mariage entre les deux, le maillage et le fait de donner à nos collaborateurs l'accès au site pour que quand un client, le produit n'est pas disponible, il puisse le commander sur le site, ou quand la marque n'est pas disponible parce qu'elle n'est pas présente à Biarritz, mais elle est présente à Haussmann et qu'on peut la shipper directement d'Haussmann. Voilà, c'est typiquement tous les éléments qu'on a mis en place, qui ont été accélérés par la crise du Covid et qui aujourd'hui sont véritablement dans la dynamique globale qu'on développe. On était à 3-4% de notre activité en digital avant la crise du Covid. Aujourd'hui, on est au-delà des 10%. Et pour les Galeries Lafayette pure et puis pour le groupe Galeries Lafayette, c'est un peu différent puisqu'avec La Redoute, on est à plus de 30% aujourd'hui de notre activité qu'on fait en ligne. Même on n'est pas loin des 40%. Merci. Jean-Pierre Pletner pour la revue du digital. On parle beaucoup d'entreprises data-driven. Vous avez parlé de commerce de précision. Dans des groupes qui sont comme des grands paquebots comme les vôtres, au final, si vous utilisez bien votre data, qui est à tous les niveaux, vous connaissez déjà tellement bien votre business, on parle d'intelligence artificielle, data-driven, mais au final, quelle amélioration sur votre chiffre d'affaires et sur vos marges un bon usage de la data pourrait vous apporter? Est-ce que c'est 2 points, 3 points, 4... ça rassure. 3 points, je prends, c'est le résultat. Ce serait formidable, mais non, difficile à chiffrer. On ne pense pas forcément renta direct, on est plutôt sur la top line, c'est-à-dire comment on maîtrise l'information de leur consommation pour les faire revenir. Tu citais par exemple sur le pricing ce que vous avez fait. Oui, tu as quand même des enjeux, une optimisation de la marge au travers de vos outils de pricing et les par baisses de rapport à démarque. comment on faisait avant. Ouais, tu as un point là facile. Oui, et puis tu as sur clair. la supply, le début de réassort automatique plus précis, de prévision des ventes plus précis, etc. Il y a aussi des vrais enjeux, non ? Ces enjeux-là, alors difficile à chiffrer, etc. Mais bien sûr que c'est ce qui permet aujourd'hui au modèle d'aller plutôt bien, et on sait que c'est les leviers de demain. Donc, est-ce que c'est 2, 3 qu'on a fait depuis quelques années, parce qu'on n'a pas commencé hier? Ce qui est vrai, pour revenir sur le sujet de l'omnicanalité, c'est que tout a été accéléré grâce au Covid. Nous, c'était 2-3 points. Donc, on avait même des adhérents chez nous qu'on ne faisait pas. Donc là, on les a convertis, ils n'ont pas eu le choix. On est monté à 8-10 et on est retombé à 6. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher les 10 qu'on a touchés. Mais oui, il y a beaucoup, on est approché par beaucoup aussi de start-up, de propositions. La vraie difficulté, c'est de faire le tri dans tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas se disperser. On a des équipes IT qui sont déjà overbookées de tous les projets de transfo, et qu'à un moment, tous les projets semblent bons, sauf qu'il faut prioriser, quoi. Oui, et puis encore faut-il avoir une data produit de qualité. Et vous avez chez les mousquetaires, comme tout le monde, découvert que ça n'était pas si simple au cours des dernières années. Et Nicolas? Oui, nous, 2 éléments. Le premier, c'est grâce à l'intelligence artificielle, c'est les meilleures gestions de la démarque. Donc, en fait, meilleure gestion du stock et optimisation de nos démarques pour essayer justement d'améliorer le taux de marge global. Et ça fait quelques années. D'ailleurs, on s'est fait aider d'une start-up et c'est plutôt une très bonne chose. Et puis, l'autre élément, c'est plutôt sur l'aspect top line, développement du chiffre d'affaires. On a créé une data alliance dans laquelle nous sommes avec La Redoute, le BHV et toutes les enseignes du groupe Galeries Lafayette pour justement, tout en respectant évidemment les normes RGPD, pouvoir augmenter notre base de clients et pouvoir activer des clients qui seraient La Redoute et qui ne venaient pas aux Galeries Lafayette et vice-versa. Et ça, c'est véritablement un levier pour le développement du chiffre d'affaires. C'est uniquement sur la data client que c'est mutualisé ou c'est toute la culture data? Non, pour l'instant, c'est que la data client. Okay.
Si tu permets, juste un chantier qu'on a lancé à PeriFem et on espère gagner avant la fin de l'année. On est revenu de la NRF où on s'est aperçu que la plupart des distributeurs américains avaient des vidéos au-dessus des caisses automatiques. Et couplé à l'intelligence artificielle, ça fait vraiment baisser le taux de démarque. Puisqu'aujourd'hui, en fait, quand vous avez la caisse automatique, si la personne laisse son maquillage ou ce qu'il veut à droite, une fois qu'il a fait ses courses, il prend le produit, il s'en va. Et en fait, si la personne qui surveille ne le voit pas, voilà, tu passes à travers. Donc on a tout l'intelligence artificielle arrive à repérer qu'il y a un comportement suspect exactement. Et à dire vérifie celui-là. Et elle bloque. Et donc à ce moment-là, c'est division par 3 du taux de démarque. La caisse automatique, c'est 2 fois plus de démarque qu'une caisse traditionnelle. Et quand tu mets l'intelligence artificielle et les vidéos, tu divises par 3. Donc c'est beaucoup plus rentable que la caisse. Donc tu vois, le truc, il est génial. Sauf que la CNIL nous bloque. Franco-français. Donc on a un petit sujet là, politique pour essayer de les convaincre qu'on ne perturbe pas la GRPD du Conso et que tout ça va dans le bon sens. Donc on l'envoie en prison mais anonymement. Exactement. Merci, c'était super. Je pense qu'on va... Michel, on a le droit de prendre une dernière question ? Une dernière, allez. Oui, donc Jean-François Gomez, Microsoft. J'ai une question par rapport à tous ces défis que vous avez très bien décrits. C'est en gros, vous ne pourrez pas les résoudre en fait sans le consommateur. Donc qu'attendez-vous en fait du consommateur par rapport à ces challenges ? Est-ce que cette relation ne doit pas être totalement modifiée en fait ? Là, je vais prendre mon dernier exemple, c'est qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on exploite un peu la data. Voilà. Et aujourd'hui, la frontière n'est pas si simple que ça. C'est son accord pour pouvoir effectivement aller plus loin. Non, je partage avec toi. Avant toute chose, on a besoin, nos métiers ont besoin de trafic, de clients, donc il faut qu'on les connaisse mieux, il faut qu'on soit plus à même de proposer les bonnes promotions, les bonnes opérations, les bons produits, les bonnes marques, et donc il faut qu'on ait cette connaissance de nos clients qui soit beaucoup plus fine. Toujours ce travail de précision pour d'abord travailler nos clients fidèles et puis après élargir petit à petit notre base de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment un besoin de connaissance qui est primordial. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, c'était super. Merci beaucoup.